Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours de NSI, l'objectif étant maintenant de vous présenter ce qu'il se passe dans la machine en partant du programme, du script que vous écrivez pour aller jusqu'au cœur de la machine sur une opération assez simple. D'abord, vous avez l'idée d'un programme. On va prendre un programme très basique, je voudrais additionner deux valeurs. L'algorithme, le voilà, j'ai une variable utile A qui est un entier, B un entier, et un résultat qui, venant de la somme des deux, sera également un entier. Je commence par affecter une valeur 1 dans A, une valeur 2 dans B, et j'affecte la somme de A plus B dans résulte et j'affiche résulte. Voilà l'objectif, c'est juste de faire ce calcul-là. On va voir comment on le programme, ça va aller assez vite, et puis finalement on va creuser au fur et à mesure en se rapprochant de la machine. À partir de l'algorithme, on va pouvoir, en fonction du langage choisi, écrire un certain nombre de lignes. En Python, c'est assez simple, A égale 4, B égale 5, le résulte c'est A plus B, et on print résulte. Lorsqu'on va exécuter ça, on obtiendra directement le résultat 9 qui s'affichera. En langage C++, on remarque qu'il y a un petit peu plus de lignes. Là, on est à 9 lignes. On a des notions qui incluent des bibliothèques. On a un programme principal, on est dans le programme principal. On a un certain nombre de choses qui ne sont pas présentes dans Python, notamment la définition du type de variable utilisée. Ici même l'affectation du résultat initialement à 0, alors qu'ici il n'est pas défini, ça veut dire que Python le considère déjà nul au départ. Et on a donc résulte égale A plus B, et résulte est envoyé dans le compte pour être affiché. Dans les deux cas, on obtient du code source, que ce soit en Python ou en C++. Qu'est-ce qui se passe quand je lance l'exécution du programme ? Il faut se rendre compte que Python et C++, au-delà d'avoir des codes sources différents en termes de syntaxe, se comportent également différemment lors de l'exécution. Python s'exécute tout de suite. On va appuyer sur Play, il va lancer une exécution. À la différence, le C++ va d'abord demander une compilation. La compilation va servir à contrôler que le programme est en effet exécutable par la machine. Et ensuite seulement, il va pouvoir s'exécuter. Donc Python est ce qu'on va appeler un langage interprété. C'est un programme qui exécute les instructions du programme au fur et à mesure via ce qu'on va appeler un interpréteur. Pour chaque ligne de code, l'interpréteur doit simuler. Il ne réalise pas, il simule le fonctionnement des instructions au lieu de laisser l'ordinateur le faire directement. Le langage compilé, comme le C++, il y en a bien d'autres, le code source rédigé est envoyé dans un compilateur. Et ce compilateur, il va générer le code numérique compris par la machine. Le fait d'être dans des fonctionnements différents, on a forcément une gestion différente derrière. Le langage interprété a une exécution qui est plus longue, puisque finalement l'ordinateur fait deux fois le travail. D'abord il simule, ensuite il exécute vraiment dans l'ordinateur. De ce fait-là, c'est un langage qui est plutôt réservé à des petits programmes. Pourquoi ? Parce que l'exécution se fait directement. On n'a pas besoin de compiler, et la compilation demande quand même un certain temps. On va primer sur la rapidité d'exécution. L'exécution va pouvoir se réaliser même si le code comporte une erreur. Ce qui va être problématique dans Python, c'est qu'on va pouvoir développer un programme, il va pouvoir tourner à moitié jusqu'à planter. Alors qu'un langage compilé ne se comportera pas du tout comme ça. S'il y a une erreur dans le langage, dans la syntaxe, la compilation ne se fera pas. La machine ne sera pas capable de lancer le programme. Donc, ce
Ce qui est plus long en termes de langage compilé, c'est qu'à chaque fois qu'on doit faire des petites modifications, cela nécessite de refaire une compilation pour revérifier si le nouveau programme généré est correct. Donc le temps nécessaire à la compilation fait que c'est un peu plus long quand on fait des petits programmes qu'on teste régulièrement. Par contre, si on fait un seul et même programme, qu'on ne vient pas le modifier, on le compile une fois, l'exécution par la suite par l'ordinateur, puisque l'ordinateur sait que de toute façon il tourne, l'ordinateur va l'exécuter beaucoup plus rapidement, il n'a pas besoin de le resimuler comme le langage interprété le ferait. On choisit un type de langage par rapport à un autre, langage compilé, langage interprété, en fonction de ce qu'on souhaite faire en termes fonctionnels. C'est pour ça qu'on a choisi le Python en apprentissage. Finalement, le langage Python a l'avantage de cette modification de petits programmes assez rapides pour ensuite être exécuté et remodifié et réexécuté, ainsi de suite, sans avoir la perte de temps de compilation. Par contre, les gros jeux, en général, sont plutôt sur des langages compilés. Une fois que le jeu tourne, la compilation est faite en entier, l'ordinateur prend en charge l'exécution, il n'y a pas de simulation, on n'a pas deux fois, l'ordinateur ne fait pas deux fois le travail. Une fois qu'on a l'exécution, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre script, il est exécuté. L'ordinateur va générer ce qu'on appelle le langage assembleur. Dans les deux cas, le code source, en fait, il est traduit dans un dans un deuxième langage, qui est plus proche de la machine, qui est compréhensible par la machine et que nous-mêmes, nous avons beaucoup plus de mal à comprendre sans être vraiment spécialisé dans l'informatique et également dans la jonction entre le software, c'est-à-dire le code source, et le hardware, c'est-à-dire la machine. Historiquement, les premiers programmeurs développaient dans ce type de langage. Alors, finalement, c'est le vrai premier langage de programmation. Comment il se comporte? On va se rendre compte que donc ici, on a l'ensemble des lignes qui correspondent à notre demande de 4+5. On va se rendre compte que finalement, pour affecter des valeurs, on va devoir travailler avec un élément supplémentaire qu'on appelle le registre. Le langage assembleur, il a ça de particulier qui existe également dans certains langages, qu'il va falloir, en plus de définir quelle est l'action que je veux faire, en plus de définir quel type de variable est-ce que je veux avoir, il va falloir également définir où est-ce que je range la donnée pendant qu'elle transite lors du code. Donc ici, il est possible d'exécuter des langages assembleurs grâce à une simulation sur un logiciel qui s'appelle x68. C'est grâce à ce logiciel qu'on a ici la simulation. Donc org 400, ça nous donne là où sont rangées l'ensemble de mes variables, le registre dans lequel je me positionne. Au démarrage, je vais bouger donc un byte, un octet. Sur un octet, je vais bouger la variable A dans le registre des 2. De la même manière, je vais bouger la variable B dans le registre des 3. Ce qu'on va être amené à faire, c'est qu'on va additionner, donc résulte est une variable considérée à 0, on va additionner ce qui est compris dans D2, c'est-à-dire A dans résulte, et on va additionner D3, c'est-à-dire B, donc résulte maintenant vaut la valeur de A, dans résulte. Et ensuite seulement, le résulte, qui va être dans un registre, va être déplacé dans D4 pour être visible. Vous remarquez que ces lignes-là ne font que le calcul. La notion d'affichage en langage assembleur est beaucoup plus complexe. C'est un choix ici de ne pas l'avoir développé. Donc voilà ce qui se passe en termes d'exécution. On va remarquer qu'en fait, tout ce qui bouge, c'est ce qui se passe en haut. En haut, on a la valeur des registres. Donc ici, on a 4 qui a été affecté dans D2.
ensuite 5 qui a été affecté dans D3. La somme des deux va ensuite être affectée dans D4 pour donner 9. Si on allait un peu plus loin, on se rendrait compte qu'en fait ces valeurs-là sont paramétrées dans ce logiciel en hexadécimal. Ici, 4, 5 et 9 sont tous dans l'hexadécimal, donc finalement on ne voit pas la différence. Mais si on passait la valeur de 10, on aurait des lettres qui apparaîtraient. Je rappelle que l'hexadécimal, c'est la base 16. Donc on a ici finalement les registres qui évoluent lors de l'exécution. Donc les registres, c'est bien la notion de mémoire. On a le langage assembleur qui est défini. Et on remarque donc que l'ensemble est codé en hexadécimal, même si là, sur des si petites valeurs, ce n'est pas visible. Alors finalement, c'est quoi un registre? Un registre, c'est un emplacement de mémoire interne à un processeur. Il s'agit de la mémoire la plus rapide d'un ordinateur, mais dont le coût de fabrication est le plus élevé car sa place dans un microprocesseur est limitée. Il faut bien se rendre compte qu'un microprocesseur, c'est tout petit, ça a la taille du bout du doigt. Forcément, il faut des éléments qui soient très performants à l'intérieur, mais qui prennent très peu de place. Le registre, c'est sa capacité. Il va donc avoir un certain nombre de places, il va être défini grâce à org 400, donc en fait ça va nous donner le numéro de l'adressage, et puis on va considérer un certain nombre de registres dans les cases mémoire. Dans un ordinateur, le registre d'adresse mémoire, la RAM, plus communément appelée, est un registre qui contient l'adresse mémoire depuis laquelle ou vers laquelle une donnée est lue ou écrite par le processeur. En effet, il faut bien retenir deux choses. On va d'abord enregistrer la donnée en tant que telle, le 4 ou le 5, et on va également retenir où est positionné le 4 et le 5 dans mon ordinateur. La donnée transite alors par un registre tampon mémoire dans un sens ou dans l'autre. C'est quoi l'avantage et les inconvénients du langage assembleur? Le langage assembleur, c'est un langage dit de bas niveau, c'est-à-dire que son fonctionnement est très proche du langage machine. L'inconvénient est qu'une erreur de codage peut faire planter la machine. En effet, dès qu'on va avoir une erreur, la machine, elle, va la traiter directement et ça peut très bien planter les composants en tant que tels. Les avantages, qui peut être un inconvénient par la complexité de programmation que cela engendre, en clair pour les néophytes c'est pas le plus facile à aborder, c'est qu'il va on va pouvoir gérer jusqu'au moindre octet de mémoire. Toutes les places à prendre vont pouvoir être définies. On sait également toujours quel code est exécuté par le microprocesseur à un instant donné. Le langage assembleur ne demande pas de post-traitement, donc finalement, dès qu'il est exécuté, c'est ce que la machine fait. Il est très rapide et de faible volume. Même si on a plus de lignes, on va se rendre compte qu'en termes de volume de code source, on va être à des... comme il n'y a pas d'interprétation, comme il n'y a pas de... derrière, on va avoir des fichiers beaucoup moins volumineux. Donc, si on écrit Hello World, phrase assez classique quand on découvre un langage, on va se rendre compte qu'en C, ça pèse 15 939 octets, alors qu'en assembleur, on est passé à 23 octets. Maintenant qu'on a le programme, qu'on est passé en langage assembleur, faisons un peu le lien entre tout ça. Donc on a le code source, ici j'ai repris celui en C++, la compilation crée le code assembleur, l'assembleur va générer une succession de 0 et de 1 qui correspond au code binaire que l'ordinateur comprend et que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Une fois qu'on a le code binaire, qu'est-ce qui se passe? Il va bien falloir que la machine comprenne ce code binaire. Mais finalement, c'est ce qui va se passer au niveau de la machine, au cœur du matériel, dans le hardware, et ça va se traduire, ce code binaire, en ensemble de signaux électriques successifs. Tous les calculs, ici on est sur une addition, vont se passer dans l'unité arithmétique et logique de l'ordinateur que vous pouvez découvrir dans le modèle de von Neumann.
Les instructions arithmétiques et logiques permettent d'effectuer les calculs sur des données se trouvant dans des registres mémoire. Donc tout se passe finalement dans l'unité centrale. Chaque instruction, bien sûr, permet une opération. Rentrons un peu dans cette unité centrale, voyons voir ce qui se passe. On voudrait additionner deux valeurs. La plupart des différentes opérations effectuées au sein d'un ordinateur sont effectuées sous la forme de circuits logiques construits grâce à des portes logiques à l'intérieur de l'unité arithmétique et logique. Donc la porte logique, faut faire un lien avec la logique combinatoire qu'on a déjà vu précédemment ou dont vous pouvez aller revoir la leçon. On va donc être obligé d'aller chercher ces portes logiques qui définissent les et les ou en logique combinatoire. Ici, on a besoin d'un additionneur. Puisqu'on veut additionner deux valeurs, on a besoin d'un circuit qui soit capable d'additionner. On a donc 4, donc en binaire 1, 0, 0, 5 en binaire, donc 1, 0, 1, et on souhaite l'additionner, c'est-à-dire obtenir 1, 0, 0, 1. Je rappelle l'addition de binaire, 0 et 1 plus 1 ça fait 1, 0 plus 0 ça fait 0, 1 et 1 ça fait 0, et je retiens 1. Comment ça se passe? En fait, pour avoir un additionneur, on va avoir besoin de coupler deux demi-additionneurs. C'est quoi la différence? Pour additionner deux nombres, il faut d'abord additionner les deux bits de poids faible, puis additionner les suivants. Voilà ce qui se passe au niveau d'un additionneur. Imaginons que j'ai A et B, donc ce sont les deux bits de poids faible. Les deux à 0, tous les cas possibles. A et B sont les entrées, tous les cas possibles. J'ai deux choix. Soit les deux sont à 0, ma somme est à 0 et je n'ai pas de retenue. Soit il y a l'un ou l'autre à 1, la somme est à 1, je n'ai pas de retenue. Soit les deux sont à 1, j'ai un 0 en somme et j'ai une retenue à 1. On obtient donc que S est à 1 si et seulement si j'ai l'un ou l'autre exclusif. Ce signe-là, c'est bien A ou exclusif B. C'est-à-dire que dans le cas où j'ai les deux en même temps, je n'ai pas la somme. La retenue, pour être à 1, c'est juste, il me faut A et B. Ça donne quoi en termes de logigramme? Ça donne finalement deux portes, une porte OU, exclusif, et une porte ET. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les composants qui vont être appelés des additionneurs et que vous pouvez acheter dans tout magasin d'électronique fourni. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'un additionneur complet? Puisque finalement, nous, ce n'est pas juste 2 bits qu'on veut additionner, c'est plusieurs bits, c'est-à-dire les deux premiers et éventuellement une retenue. L'additionneur complet, ça va être donc les deux entrées A0, B0, et une retenue qui viendrait potentiellement de la somme des bits d'avant. On obtient ce type de schéma, c'est-à-dire que l'additionneur 1 bit, c'est donc une retenue d'entrée, une retenue de sortie, A0, B0 étant l'un des chiffres ici d'entrée-sortie, et S0, le résultat. Essayons d'additionner 3 bits. Comment ça va se passer? Ici, on a donc le nombre A qui va se représenter à gauche, le nombre B à droite et le nombre S en sortie. Notre retenue d'entrée initiale est à 0. Première chose, la retenue de sortie, une fois que j'ai fait cette addition-là, la retenue de sortie est à 0. Donc, on a un deuxième additionneur 1 bit qui va se succéder au premier, qui va rentrer 0, 0 en nombre A, nombre B, qui va sortir 0 en sortie, et qui va sortir 0 en retenue. On va le reprendre, on va faire cette fois-ci, petite erreur, 1 et 1, ici. On va se retrouver avec 0 en sortie, et 1 en retenue de sortie. Ce 1 là, finalement, donnera
ce dernier 1 sur la sortie. 1, 0, 0, 1. Là, après, il se lit dans les deux sens, mais on doit bien le lire à l'inverse. Voilà comment ça se passe au niveau de la machine pour faire un calcul. Et ensuite, une fois qu'on a ce code binaire, il est retraduit en langage, en décimal pour être renvoyé au niveau de l'utilisateur et du programmeur. Voilà, j'espère que vous avez compris le cheminement de ce qui se passe entre le programme, un programme assez simple, jusqu'à l'addition au cœur de la machine, mais voilà ce qui se passe. Ici, pour une opération très simple, il faut se dire que l'ensemble des programmes que nous faisons, finalement, est une succession d'addition, de multiplication. Il y a beaucoup de comportements différents définis grâce à la logique combinatoire à l'intérieur des machines. On peut même aller jusqu'à enregistrer des valeurs, jusqu'à compter. Et c'est grâce à cette technologie, qui finalement semble assez simple, qu'on arrive à faire tourner nos ordinateurs. Voilà, bonne fin de cours et puis à bientôt pour une nouvelle session.